Bonjour tout le monde. Je voulais commencer par remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Donc, je suis hydrogéologue au canton de Genève, au service de géologie sur les déchets. Et donc, on s'occupe forcément de la protection et de la gestion un peu de toutes les eaux souterraines du canton. Et à ce titre, je fais partie également de la commission de la nappe du Genevois. Alors, si je vais vous parler de la nappe du Genevois aujourd'hui, c'est parce que, en fait, cette nappe, beaucoup de gens ne la connaissent pas, et pourtant, à travers le monde, elle est assez connue, puisque, d'une part, c'est une nappe transfrontalière, et au niveau mondial, soutenue par le programme hydrologique mondial international, la nappe est reconnue pour être une des premières à avoir un accord transfrontalier. Et deuxième raison aussi, c'est qu'il y a un système de réalimentation artificielle de la nappe qui existe depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, c'est un outil assez courant pour essayer de réguler des nappes et avoir suffisamment d'eau. À l'époque où ça avait été décidé, c'était vraiment un challenge. Alors, vous avez ici, pour le canton de Genève, l'ensemble des nappes à disposition, nappes importantes, hein. On a 4 grosses nappes. Et puis, globalement, l'eau potable pour le canton provient de 2 stations de pompage d'eau du lac, à peu près 80% de l'eau potable, et puis 11 puits des nappes principales, à peu près 20% de l'eau potable. La nappe du Genevois, on voit qu'elle s'étend du lac vers la partie extrême ouest du canton. Elle possède 10 puits côté suisse, 4 puits du côté français. Donc on voit bien ici que c'est une nappe transfrontalière. Alors, juste 2 mots sur les nappes transfrontalières, hein. C'est des eaux qui circulent à travers 2 ou plusieurs pays. Et en fait, ce qui est important ici, c'est que lorsqu'on partage, plusieurs pays partagent la même ressource, eh bien, il faut essayer d'être cohérent dans la gestion de cette ressource. Au niveau mondial, là, on a à peu près 500 systèmes aquifères transfrontaliers qui ont été recensés dans le monde. Et puis, la difficulté d'avoir une bonne protection, une bonne gestion de ces eaux-là, c'est par le fait que les eaux souterraines, à la différence des eaux de surface, elles sont invisibles, on ne les voit pas. C'est facile de voir un lac ou une rivière et puis de se dire, voilà, c'est la frontière, elle passe là. Au niveau des eaux souterraines, c'est grosse difficulté, notamment par rapport à la vulnérabilité, le potentiel, les enjeux, etc. Donc, il faut une collaboration qui soit constructive entre les parties prenantes, avoir des stratégies adaptées, conception et mise en place de mécanismes de gestion transfrontalière. Et ça, c'est l'objectif de la résolution sur le droit des aquifères transfrontaliers qui a été adoptée par les Nations Unies en décembre 2008. Voilà quelques exemples de différents aquifères reconnus, parce qu'évidemment, on a différents types selon les caractéristiques d'écoulement et les interactions avec les eaux de surface. Pour revenir à l'aquifère du Genevois, eh bien, sa superficie est à peu près de 30 km², longueur moyenne à peu près 19 km, largeur entre 1 et 3,5 km. L'épaisseur moyenne de l'aquifère, qui est en fait ici l'alluvion ancienne, c'est la couche géologique dans laquelle circule l'eau souterraine, peut être en moyenne 23 mètres, mais parfois elle est même un peu plus importante. Donc on voit que c'est quand même un gros volume à disposition qui se déplace également puisqu'elle a une très bonne perméabilité de 10-3 en moyenne. Voilà une coupe de la nappe du Genevois et de son aquifère, hein, entre la partie ouest et le lac. Ce qu'on remarque ici, c'est que l'alimentation principale de cette nappe provient de larves. Il y a une alimentation naturelle qui s'écoule de larves vers la nappe.
Pardon, alors je vais revenir à ça. Voilà. Et on voit aussi également qu'on a une bonne protection naturelle. Ce sont des moraines peu perméables, excepté certaines zones, comme ici ou ici, au niveau de l'air. Au niveau de Saint-Julien, effectivement, on a des remontées d'alluvions anciennes qui sont très proches de la surface et on a certainement des écoulements de l'air également qui peut s'infiltrer dans la nappe du Genevois ou alors d'autres écoulements de surface qui ont une relation plus facile avec la nappe du Genevois. Alors, revenons un petit peu sur l'historique pour comprendre comment on a mis en place un système de réalimentation qui est en fait au centre de l'accord transfrontalier qui a été signé en 1978. On voit ici que entre 1940 et 1960, les pompages ont relativement augmenté entre 4 millions et puis presque 10 millions, mais on voit que ça n'a pas de grande influence sur le niveau de la nappe. Entre 1960 et 1980, la nappe est surexploitée, avec des pompages de plus de 14 millions de mètres cubes par an. Et on voit que cette surexploitation a diminué le niveau de la nappe moyen de plus de 8 mètres en 20 ans. Mais il y a des endroits où c'est descendu à plus de 12 ou 15 mètres et des puits ont été dénoyés. Donc c'était un petit peu la panique à ce moment-là. Et il était nécessaire de prendre des dispositions par rapport à ça. Voilà encore un petit graphique qui vous expliquera un petit peu mieux en détail en fonction des différents utilisateurs de l'époque. Donc ici, on a SIG qui existe toujours, la Société des eaux de l'Arve qui n'existe plus, la partie française. Et puis, on a ici le total où on voit que dès que ça approchait les 14 millions de mètres cubes en utilisation, on se retrouve effectivement avec un niveau de nappe qui descend. Et puis on voit que la partie française ici a commencé assez tardivement, dans la fin des années 60, à pomper dans la nappe du Genevois, ce qui a fait quand même augmenter le deuxième pic ici. Donc, à force de discussions et de séances de travail franco-suisse, on a pu au moins réussir à essayer de diminuer les pompages pour essayer de freiner un petit peu cette descente. Mais ceci a impliqué plusieurs choses. Il a fallu faire donc une gestion hydraulique urgente de la situation. Voilà. Non, voilà. Alors, soit on envisageait à ce moment-là une diminution des prélèvements en exploitant une autre source, par exemple la construction d'une nouvelle station de pompage sur le lac, soit on essayait de renforcer la capacité naturelle de la nappe par un apport artificiel. Alors, il y avait deux critères qui ont conduit au choix actuel de cette réalimentation de la nappe. D'abord, un critère de sécurité d'approvisionnement, parce que si on sauve la nappe, on peut avoir une diversification des ressources. On a d'un côté le lac, de l'autre côté l'eau souterraine. Et puis, l'autre critère, évidemment, c'est le critère économique, puisque le coût d'une station de réalimentation n'est absolument pas le même que le coût d'une nouvelle station de traitement sur l'eau du lac, pour l'eau du lac. Donc, deux groupes de travail se sont mis en place de manière parallèle. D'abord, un groupe qui a travaillé sur les aspects techniques, donc les études techniques et phases d'essai pour une station pilote de réalimentation. Et puis, un autre groupe qui s'est occupé des aspects administratifs et politiques. Donc, énormément de séances et de négociations entre la partie suisse et française, dans le but, à ce moment-là, d'imposer des restrictions d'utilisation de la nappe avant la mise en service de la station de réalimentation, et puis d'établir une répartition des coûts équitable. Donc, entre 1972 et 1977, il y a eu un développement donc, sur toutes ces études pour essayer de mieux comprendre les ressources en eau potable de la région, et puis d'essayer de développer tous les aspects hydrogéologiques, donc les pertes, la réalimentation naturelle, comprendre un peu quels pourraient être les futurs pompages et les coûts.
Tout ceci dans le but de poser les bases d'un futur arrangement franco-suisse. Alors, on a fait un constat à ce moment-là, c'est que du côté suisse, il y avait deux alimentations en eau, le lac principalement par SIG, donc les services industriels de Genève, et la nappe à cette époque-là par la Société des eaux d'Arves, qui elle était à 100% sur la nappe. Donc l'avantage ici, c'est que les deux sociétés avaient le partage du même réseau. Côté français, il y a eu trois hypothèses. Soit on laisse la nappe s'appauvrir, puis à ce moment-là, Genève se contente sur le lac et la partie française mise sur son alimentation propre, ou alors elle effectue des achats d'eau à la partie suisse. Soit on fait une réalimentation de la nappe par la Suisse et la France ne participe pas, soit on fait une réalimentation de la nappe par la Suisse avec la participation de la France, mais cette fois via une redevance compensant le coût de l'eau. Parce que la partie française a été extrêmement réticente à vouloir participer à la mise en place d'une station de réalimentation à l'époque. Donc en 1977, après quelques années donc, de travail, on a pu faire un bilan des avantages de la réalimentation artificielle. D'abord, pour l'ensemble des utilisateurs, une réserve de 15 millions de mètres cubes potables stockés dans le sous-sol. Donc on utilise la nappe comme un immense réservoir. Pour les distributeurs d'eau suisses, donc la Société des eaux de l'Arve et SIG, la possibilité d'exploiter à nouveau tous les puits sans nécessité de construire une nouvelle station de pompage d'eau du lac. Pour les collectivités françaises, prélèvement de quantité d'eau supplémentaire en payant leur part de redevance au-delà d'une franchise annuelle de 2 millions de mètres cubes. Je reviendrai tout à l'heure sur cette franchise. Et puis les coûts de réalimentation artificielle, évidemment, il a fallu parler de ça. Ils sont basés sur un amortissement, les intérêts, les coûts d'utilisation et de maintenance. Eh bien, ils sont répercutés parmi tous les utilisateurs de la nappe, quelle que soit l'origine de l'eau. Donc c'est également alimentation naturelle ou réalimentation artificielle. Alors, concernant l'arrangement qui a été fait en 1978, il a été signé le 19 juin et pour une durée de 30 ans. Alors, cet accord, il a couvert les différents aspects. D'abord, une commission d'exploitation, le programme de gestion annuelle de la nappe, la liste des installations de réalimentation artificielle de la nappe, les droits d'eau de chaque utilisateur, et puis le prix de l'eau. Alors, on parlait du quota de 2 millions de mètres cubes. En fait, la partie française, elle ne voulait pas participer au coût de la construction de la station, mais elle voulait quand même bénéficier de la réalimentation. Donc c'est pour ça que la partie française, elle a obtenu un pompage maximum de 5 millions de mètres cubes par an. Ce n'était pas possible de mettre plus parce qu'on était vraiment dans la reconstruction de l'aquifère, hein, de la nappe, mais avec une franchise de 2 millions de mètres cubes. Alors, passé ce quota, le prix du mètre cube est calculé en fonction d'une équation établie selon divers paramètres. Je vais vite vous les citer, mais c'est une équation un petit peu compliquée. D'abord, les frais d'exploitation de la station, donc la facture SIG, les amortissements de la station, le pompage total, aussi bien suisse que français, la part d'alimentation naturelle, qui est estimée autour des 8 millions, 7,5 millions de mètres cubes, et puis le volume hors quota pompé par la partie française. Ça nous donne une équation de ce type-là, qui est appliquée chaque année que la partie française dépasse les 2 millions de mètres cubes, qui est donc le quota qui avait été établi dans cet arrangement. Alors, l'analyse de l'arrangement, eh bien, on peut déjà dire dans un premier temps que l'arrangement, il a fait totalement abstraction de la souveraineté territoriale et des concepts d'intégrité territoriale. Ça m'est arrivé de dire cela à des juristes qui s'occupent de droit international de l'eau. Ils me regardent avec des gros yeux, hein, parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut mettre de côté la souveraineté. Et pourtant, c'était la philosophie de tout ce travail qui a été fait entre la Suisse et la France à cette époque-là, parce qu'en fait, c'est une approche totalement pragmatique, hein, qui était basée sur la gestion rationnelle d'une ressource commune. Donc on a mis de côté les problèmes
lié à la souveraineté, mais c'était vraiment, il faut sauver notre ressource commune. Donc l'arrangement a été étudié, travaillé et mis en place au niveau local. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important dans la réussite de cet arrangement. La commission, donc c'est une commission consultative, hein, elle est composée de représentants de l'État de Genève et des communautés françaises, ainsi que d'un représentant des services industriels de Genève. Les membres de la commission peuvent être accompagnés d'experts, et puis les réunions sont tenues 1 à 2 fois par an, alternativement en France et en Suisse. Alors plus que consultatif, le rôle de la commission, il était aussi assez développé pour avoir toute la gestion des installations de réalimentation de la nappe d'eau souterraine, avec tous les problèmes posés par l'exploitation, l'entretien, la surveillance et l'ensemble des installations. La commission, elle examine le programme annuel de réalimentation artificielle, hein, ainsi qu'elle a la responsabilité de cette supervision, également du budget qui est établi en fonction du programme de réalimentation. Et puis, elle initie des études transfrontalières pour répondre aux risques liés à la ressource et transmet également aux politiques des constats sur la protection de la ressource. Alors, voilà, on se retrouve avec une nappe, comme je vous l'ai dit, avec 10 puits côté suisse, 4 puits côté français. Et puis, on voit ici qu'on a la station de réalimentation qui est placée à côté de l'Arve. Eh bien, je vous en donne quelques explications, en tout cas au niveau déjà du concept. Il y a une prise d'eau dans l'Arve. On prend cette eau, elle est acheminée dans la station où il y a un traitement. L'eau est filtrée, nettoyée à travers différentes étapes de traitement, mais c'est simplement des lits de sable pour enlever les particules fines de larves, et puis un petit peu de chloration. Et puis c'est envoyé directement dans une zone où l'eau est injectée dans le sol par des tuyaux perforés et qui rejoint ensuite la nappe qui est une dizaine de mètres en dessous de ces tuyaux. Voilà une vision de la zone de réalimentation qui est ici, au bord de l'Arve. Donc je vous rappelle, comme je vous ai montré dans la coupe, que l'Arve participe à une grosse majorité dans la réalimentation naturelle de la nappe, et la pluviométrie vient seulement lentement derrière. C'est surtout l'alimentation de l'Arve. Alors, voilà schématiquement le système. Ici, vous avez la prise d'eau de l'Arve, vous avez une conduite d'eau brute qui arrive dans la station de traitement de l'eau. À partir de là, on a une autre conduite qui amène jusqu'à la zone d'épandage souterraine. On a 5 km de tranchées absorbantes qui sont à 2 mètres de profondeur. La zone d'épandage fait 3 hectares et le débit d'infiltration atteint les 700 litres secondes, ce qui est relativement important. Voilà quelques photos de la station à l'intérieur, les bassins de filtration et puis les zones d'infiltration où on ne voit rien si ce n'est les chambres simplement d'accès par rapport aux canalisations qui sont posées donc à 2 mètres de profondeur. Le résultat, eh ben, il est là, on le voit bien, hein. À partir de 1980-81, ben on voit que la réalimentation commence à fonctionner en bleu, hein, et on voit que la nappe est remontée pour être autour d'une cote qu'on s'est fixée, qui était 372 mètres, pour se dire, voilà, si on est autour de cette cote tout au long de l'année, on peut considérer qu'on est dans une bonne gestion de la nappe d'eau.
Voilà comment ça s'est fait, reconstitution des réserves au départ, puisque les premières années, il fallait un petit peu voir jusqu'à quel débit on pouvait aller, si ça fonctionnait bien ou pas. Donc, vous voyez, on s'est un petit peu laissé aller dans la mesure où, pardon, ici, on allait, tout d'un coup, on voulait faire 20 millions de mètres cubes de pompage, mais immédiatement, on voit que la nappe supporte moins. Donc, voilà, il a fallu, disons, ajuster sur les 5 à 6 premières années tout le système. Et puis, par la suite, on voit que en ayant un pompage entre 15 et 17 millions de mètres cubes par an, avec une réalimentation artificielle entre 8 et 10 millions de mètres cubes par an, on a une stabilisation moyenne de la nappe. En 2008, il a fallu faire une extension de cet arrangement. Puisqu'il avait été signé pour 30 ans, en 2008, voilà, il fallait travailler dessus. Donc il y a eu la mise en place d'un groupe de travail franco-suisse dans le but de produire un nouveau document sur la gestion de la ressource pour les 30 prochaines années, mais cette fois avec un support légal. C'est pour ça qu'on parle plus de convention aujourd'hui, alors que le premier arrangement était un arrangement, puisqu'il était basé sur la bonne volonté entre la partie suisse et la française. Mais on a voulu, avec le prolongement de cet arrangement, avoir un support légal international. Donc il y a eu un appui juridique qui a dû veiller à ce que les particularités techniques qui étaient acceptées par toutes les parties s'inscrivent dans un contexte global reconnu, aussi bien politiquement, juridiquement, financièrement et administrativement. Donc, voilà, une mise en place des bases légales transfrontalières sur lesquelles doit se fondre la nouvelle convention. Alors, voilà les instruments qu'il y avait en 2008 qui n'existaient absolument pas en 1978. Donc, on voit qu'il y a des instruments généraux, ici, Convention de Madrid, des protocoles, et puis des instruments spéciaux en matière de protection des eaux, Convention d'Helsinki, protocole de Londres, etc. Donc, après analyse de l'ensemble de ces écrits juridiques, le choix s'est porté en fait sur l'accord de Karlsruhe. Pourquoi? Parce que en fait, l'article 5 de cet accord donne la possibilité de déléguer l'exercice d'une mission à l'une des collectivités françaises. Et ça, les collectivités françaises étaient extrêmement contentes d'avoir pu trouver cela parce qu'elles ne voulaient plus dépendre de Paris ou d'un représentant de Paris, mais d'avoir vraiment la main mise sur la ressource. Et puis, cet accord de Karlsruhe, du côté suisse, ça ne crée aucun problème particulier parce que c'est en accord avec la Constitution fédérale suisse. En fait, les cantons ont la possibilité de régler directement tous les aspects internationaux et peut agir de manière vraiment autonome et conclure eux-mêmes des conventions de ce type-là. Donc, pour le côté suisse, ça ne crée aucun souci. Donc, cette convention a été signée le 18 décembre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2008 pour une durée de 30 ans. Alors, elle a été établie de nouveau dans le but commun d'assurer la pérennité de la nappe franco-suisse du Genevois, de garantir ainsi aux parties la capacité de prélèvement destinée à l'alimentation en eau des populations. Et puis, elle définit les dispositions administratives, juridiques, techniques et financières nécessaires à la bonne exécution de cette mission. Donc, inclusion directe des communes françaises dont le pouvoir s'est formellement et officiellement accru. Donc, cette convention a été conclue pour de nouveau 30 ans. Et puis, elle fait suite à cet arrangement de 1978. L'impact de cette convention a été qu'on a voulu s'en servir, puisqu'elle fonctionnait bien, pour créer une communauté de l'eau, pour mettre en place dans la région genevoise élargie, donc transfrontalière, une communauté de l'eau. Évidemment,
il a fallu procéder à ça parce qu'on a remarqué que dans toute la région est soumise à une évolution démographique et il y a une activité économique dans la région genevoise au sens large. Donc, il a été nécessaire vraiment d'avoir une approche transfrontalière, donc mise en place d'une communauté transfrontalière de l'eau en 2007. Donc, les missions sont basées sur le protocole d'accord transfrontalier, dont surtout les principaux objectifs étaient de protéger la ressource en eau afin de garantir la pérennité, protéger et reconstituer les cours d'eau, maintenir le régime hydrologique naturel des cours d'eau, pérenniser les efforts en matière d'assainissement et apporter des réflexions sur les situations de crise. Alors, accident ou changement climatique. Donc, ce protocole d'accord a été signé le 3 décembre 2012 et elle se fait au niveau du Grand Genève. Alors, les conclusions de tout ça, c'est qu'on a remarqué qu'en plus de 40 ans d'exploitation, le système de réglementation artificielle, il a bien fonctionné, a permis un apport de 350 millions de mètres cubes d'eau supplémentaire dans la nappe du Genevois. On voit que le choix qui a été pris dans les années 70, il a été judicieux. Hein. Il a permis d'obtenir pour Genève et sa région transfrontalière une eau potable de qualité optimale et en quantité suffisante, hein, grâce à la diversification des ressources en eau. Donc, encore une fois, ce processus a eu comme résultat d'avoir 2 ressources différentes entre le lac et la nappe d'eau souterraine. Donc, il y a une convention qui a été signée par l'État de Genève et les collectivités françaises. Hein, et cet accord, c'est un exemple très rare d'un accord transfrontalier dans la gestion d'un aquifère entre, en tout cas, un canton suisse et des collectivités de l'Union européenne, puisque la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, on voit déjà que rien que ça, au niveau de cette démarche, ça a été extrêmement important. Deuxième conclusion, on peut déterminer des éléments clés qui ont contribué au succès, hein, de l'arrangement et de ce qui a succédé. C'est la faculté de se concentrer sur la ressource commune en eau. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Encore une fois, hein, ce n'est pas les problèmes de souveraineté ou quoi que ce soit, c'est la décision de travailler sur la ressource commune en eau, puisqu'elle est, on la partage, quoi, entre la partie suisse et la partie française. Cette nappe est extrêmement importante. L'autre point, c'est aussi que le traitement au niveau local de l'aspect administratif et politique de la gestion de l'aquifère a été un bien, parce qu'on voit qu'on est très proche de la ressource. Aussi bien les politiques que les techniciens, lorsqu'ils travaillent sur cette ressource-là, c'est quelque chose qu'ils sentent, qu'ils reconnaissent, et que c'est quand même une situation qui est beaucoup plus efficace, en tout cas dans la protection et la gestion de ce type de ressources, que quelqu'un qui est à des centaines ou des milliers de kilomètres de la ressource et qui ne comprend pas les finalités des raisons aussi d'utiliser l'eau et de prendre des décisions qui touchent surtout les gens vivant autour de cette ressource. Alors, est-ce que c'est vraiment une dream story? Il faut bien se mettre de nouveau un petit peu 40 ans en arrière et puis se rendre compte que c'était relativement des négociations difficiles, hein, pour mettre en place le premier accord, qui restent toujours des situations qu'il faut, sur lesquelles on doit travailler, bien entendu. C'est d'abord les standards techniques qui sont un petit peu différents entre la Suisse et la France. Ça encore, on s'en sort pas trop mal, mais il y a aussi une gestion administrative différente entre la Suisse et la France, et on voit qu'on a des difficultés pour les équipes techniques d'appliquer une gestion, une protection de la ressource identique de part et d'autre de la frontière. Par exemple, pour toutes les autorisations de construire, on voit que ce n'est pas du tout le même processus côté suisse ou côté français.
Et donc, on a également un autre souci, c'est le manque de connaissances de la géologie régionale et de l'hydrogéologie entre Genève et les communautés françaises, notamment la zone sud de la nappe, qui est encore sous incertitude. Bon, voilà, je ne veux pas aller dans le détail, mais c'était simplement pour vous indiquer que, par exemple, pour les procédures suisses au niveau des constructions, eh bien, le GESDEC, donc c'est le service dans lequel je travaille, c'est nous-mêmes qui avons toutes les autorisations où on peut donner un préavis et puis avoir un contrôle sur la protection de la ressource en fonction des projets de construction qui nous sont proposés. Alors que du côté français, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs organismes différents qui interviennent et c'est pas sûr que la vision entre la protection de la ressource et puis les effets de la construction soit vraiment visible de cette façon-là. Et puis comme je vous ai dit, donc toute la partie sud on doit vraiment travailler pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de cette partie-là, savoir s'il n'y a pas des nouvelles arrivées d'eau, s'il n'y a pas des risques par rapport à la protection de la ressource. La même chose pour la partie de Annemasse, où la nappe, pour l'instant, elle démarre juste après les pluies, mais on ne sait pas très très bien si elle va jusqu'à Étrembières et comment elle s'écoule à ce niveau-là. Et là, il nous faut vraiment avoir des travaux communs pour pouvoir développer un petit peu mieux tous ces éléments-là. Sur ce, on a vu qu'il y a des enjeux extrêmement importants encore ces dernières années, notamment au niveau de la sensibilisation des usages sur la vulnérabilité des ressources, notamment vis-à-vis de problèmes de phytosanitaires, etc. La croissance démographique et développement, donc intensification de l'urbanisation, activité agricole et industrielle, mais c'est surtout la croissance démographique qui fait qu'on va avoir une pression très très forte parce qu'on aura besoin de chaque fois plus d'eau. Et sur ce vient aussi le problème des changements climatiques. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à présent. Depuis 2017, on a un problème sur cette nappe qui est important puisqu'on a découvert une pollution au perchlorate. Donc le nombre de puits qui utilisaient cette nappe a fondu drastiquement. Du côté suisse, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Côté français, la même chose. Il faut procéder par des mélanges d'eau et donc la station de réalimentation ne fonctionne plus depuis cette date-là parce qu'on prélève moins d'eau que ce qui arrive dans la ressource, dans la nappe. Donc ce qui s'est passé, c'est que si on veut avoir l'aquifère de Genevois, la considérer comme une ressource stratégique et qu'on ait une diversification des ressources, eh bien, il faut absolument qu'on mette en place des traitements d'eau spécifiques sous forme industrielle sur quelques puits stratégiques. C'est la discussion que l'on a maintenant parce qu'il y a de multiples groupes de travail qui se font entre le canton de Genève et la partie française, notamment pour essayer de trouver une parade et de faire redémarrer des puits malgré le problème du perchlorate, mais à savoir ici, est-ce que ça va être un puits français comme le puits de Crash ou est-ce que ça va être le puits de Soral? C'est des discussions qui ont lieu en ce moment. Un développement intensif de la coopération franco-suisse pour étendre la coopération dans les usages de l'eau souterraine. Donc là, on travaille beaucoup sur les usages de l'eau, sur les connaissances scientifiques, techniques de la ressource en eau. Des grosses discussions sur le prix de l'eau, parce qu'effectivement, voilà, la partie suisse aussi a besoin peut-être beaucoup plus d'eau, mais cette eau-là, elle n'est pas gratuite. Si on veut avoir plus d'eau à disposition, il faut qu'on soit sûr que le système de réalimentation il va pouvoir fonctionner avec suffisamment de recharge pour avoir une bonne gestion entre pompage et recharge d'eau. Ce n'est pas toujours évident.
Et puis, la recharge, eh bien évidemment, ça a un coût. Et si on veut être sûr qu'on a une ressource qui est suffisamment élevée et qu'on peut utiliser durant toute l'année, aussi bien des deux côtés de la frontière, il faut qu'on puisse s'assurer qu'on en a bien discuté avant, qu'on a bien une bonne connaissance des différentes circulations d'eau par modélisation, par échange d'informations, pour pouvoir avoir une bonne gouvernance sur cette ressource. En parallèle de ça, eh bien, effectivement, il y a pas mal d'investigations sur les ressources en eau connues et recherche de nouvelles ressources. Avec le changement climatique de l'été passé, l'effet sur la disponibilité en eau a montré qu'on est vraiment limité, qu'on doit absolument développer cette connaissance-là. Et de même, on peut aussi penser que des raccordements hydrauliques de part et d'autre de la frontière, des réseaux transfrontaliers doivent être développés. C'est réfléchi au niveau de SIG et les parties françaises pour pouvoir bénéficier également de l'eau du lac directement de part et d'autre de la frontière. Tout ça pour s'éviter d'avoir de nouveau un problème de frontière, parce qu'on partage la même ressource. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit que c'est de l'eau, mais il y a quand même on ne va pas revenir sur ce type de frontière qu'on connaissait il y a 50, 60 ans. Et si on veut tous bénéficier de la meilleure façon possible de cette ressource-là, il faut vraiment qu'on travaille dessus de façon intégrée et avec une vision, à mon avis, correcte de toute la problématique. Voilà, je m'arrête là. Je sais que c'est énormément d'informations que je vous ai fait passer un peu vite. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez ici une adresse Internet. C'est un film de 6 minutes qui a été tourné par le Geneva Water Hub à l'occasion de la célébration des 40 ans de la nappe. Et c'est un excellent résumé sur ce que je viens de vous dire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Je crois qu'on peut l'applaudir énormément.